Bonsoir, merci à tous. Donc vous avez tous compris que vous êtes des petits colibris. Et moi, ça me va très bien d'être un petit colibri. En attendant que tout le monde prenne place, je voulais tout simplement dire merci. Merci parce que en tant que directeur financier, pendant des années, j'ai eu le privilège de voir plein de gens et de leur dire non. Au bout d'un moment, ça fatigue. Et puis, progressivement, et on dit non parce qu'on est un grand groupe, et le temps de dire oui dans un grand groupe, ça veut dire non. Et puis, progressivement, les choses s'améliorent un petit peu dans ce pays. On commence à dire oui, mais on dit toujours oui, mais. Et le plaisir depuis quelques années d'accompagner de nombreuses startups dans leur développement en tant que directeur financier, maintenant je fais oui, et je dis plus mais je dis et on y va. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, et merci d'être restés quelques-uns déjà on a les meilleurs, hein. Les meilleurs sont dans la salle, donc ça va. Et les meilleurs sont aussi sur la scène, pour vous tracer un petit peu quelles vont être les perspectives ou les nouveaux champs de la finance participative. Alors, on a un capital un peu particulier quand même. Attendez, je voudrais prendre mon téléphone, parce que je voudrais savoir sur une plateforme combien il y a de personnes inscrites là. Je ne vous dis pas laquelle, vous trouveriez 1 036 732. 1 036 732 potentiels épargnants, potentiels investisseurs. Il y a des banques, vous ne cachez pas, hein, on ne va pas vous faire de mal. Il y a 1 036 000 investisseurs potentiels. En plus, c'est des primo-épargnants. On a intérêt à réussir leur première expérience avec eux. Hein. Ça me semble un peu incontournable. Donc, plus sérieusement, on est quand même sur un point commun de tous ces nouveaux objets, tous ces nouveaux territoires de la finance participative, sur quelque chose de très sensible, qui est la forte adhésion de nos concitoyens dans les projets dans lesquels ils croient. C'est avant tout la recherche d'un rendement, il ne faut pas se tromper. Mais en même temps, c'est croire en quelque chose. C'est croire à la capacité de changer, croire à la capacité de changer l'environnement, croire à la capacité de participer à une activité culturelle. En fin de compte, qu'est-ce que recherchent nos investisseurs? C'est, par le biais de la culture, peut-être une certaine élévation de soi-même, la recherche quelque part de transmission de valeurs plus fortes que la destinée humaine, puisque la seule chose qui est immortelle, c'est la culture, la soutenabilité de nos modèles économiques, parce qu'on parle de performance financière, mais on sait qu'on est dans un monde aujourd'hui où de grands équilibres environnementaux sont en danger. Et là, la finance participative va prendre sa part dans les prochaines années pour contribuer à ces changements, nous allons le voir. Et puis, il y a la sécurité patrimoniale. Quand on parle d'immobilier aujourd'hui, jusqu'à présent, dans des programmes d'immobilier collectif, les investisseurs, les 1 037 620, n'avaient pas accès à ce marché. Et ils commencent à avoir accès à ce marché. Et quelque part, c'est l'acquisition de ces titres immobiliers qu'on a vu. Alors, un dernier merci avant de passer la parole, en commençant peut-être sur les sujets liés à la culture. C'est merci à vous tous et à vous tous, plateformes, qui avez fait évoluer la réglementation, qui avez aidé nos pouvoirs publics et notre ministre à aller un peu plus loin, comme il nous l'a annoncé ce matin. Il n'a pas fallu beaucoup le forcer, visiblement. Mais quand même, vous l'avez fait. Et puis, nous avons, maintenant que le ministre a dit qu'on va faire ça, on a le Trésor qui est obligé de le faire. Donc, on va lui poser un certain nombre de questions. Je voudrais juste démarrer sur la partie culture, parce que sans avoir une approche un peu biblique, on va dire qu'au commencement de cette expérience de la finance participative, il y a eu le don. Et aujourd'hui, le don, ça représente toujours quand même une part prédominante, plus de 50 millions selon le baromètre Compinov. Thierry est là, il va me le valider ou pas. Et au premier temps de l'ère du financement participatif et du don, il y a eu la culture. Alors, moi, je me souviens, la première opération, parce que je suis déjà vieux aussi, hein, la première opération de financement participatif, je ne vais pas faire une pub, mais c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a financé la rénovation de l'Arc de Triomphe. C'était déjà une forme de financement participatif. Donc aujourd'hui, moi, Robert, ce que je voudrais savoir,
Donc Robert Faure, qui est avec nous et qui est le chef de la mission mécénat au ministère de la Culture et de la Communication. C'est, selon vous, est-ce que le financement participatif est un peu en train de révolutionner le financement des entreprises culturelles? Merci. Je ne saurais pas répondre exactement à cette question. Ce qui est certain, c'est qu'au ministère, on observe le développement du financement participatif et le succès que ça a dans les établissements relevant de nous et dans le public. D'abord, ce chiffre d'affaires qui double d'année en année, bon, ça, évidemment, ça interroge. La part de la culture, pour la partie don, elle doit être de l'ordre de 10-12 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable, hein. Ce qui est révolutionnaire en fait là-dedans, ce qui est nouveau, c'est que nos établissements, ils ont l'habitude d'aller chercher des dons auprès des entreprises et des particuliers. Mais ils vont plutôt, jusqu'à présent, chercher des dons chez les particuliers qu'ils connaissent, dans les sociétés d'amis, dans les clubs de mécènes, de tous ordres. L'apport du financement participatif, c'est que c'est un public que les établissements ne connaissent pas, a priori. C'est un public anonyme qui manifeste son intérêt pour l'activité de tel ou tel musée ou de telle ou telle structure du spectacle vivant. Ça, c'est vraiment une nouveauté très importante. Ça veut dire qu'il y a une appétence de la part du grand public de se rapprocher des porteurs de projets dans le domaine culturel. Très bien. Alors, je crois que tout à l'heure, on va revenir un petit peu à cette histoire de mécénat populaire ou culturel, parce qu'il y a les deux éléments. Stéphanie, parce qu'on est un petit peu à la genèse, et puis après, on va accélérer pour ce qui va se passer demain. Quels sont vraiment les fondements qui ont fait le succès du financement participatif et qui font le succès du financement participatif pour demain? Qu'est-ce qui permet cette adoption du crowdfunding en France? Parce que les chiffres, 400 millions d'euros vis-à-vis de 1,550 milliard d'assurance vie, ça reste quand même epsilon. Mais quelque part, au-delà, pour nos concitoyens, ça représente déjà beaucoup plus dans leur esprit en tout cas. Et pour vous, quels sont ces fondements et quelles sont les motivations qui ont poussé nos concitoyens à adopter ou à adopter de façon plus importante le crowdfunding? Bien, bonsoir. Merci à ceux qui sont là d'être restés, parce que les dernières tables rondes sont toujours les plus difficiles. Mais comme on le disait tout à l'heure, ça sera les meilleurs. Puis on est là pour parler de l'avenir et des perspectives du crowdfunding. Juste en quelques mots, je suis Stéphanie Savel, vice-présidente de FPF pour le métier de l'equity, donc l'investissement en capital, et présidente de la plateforme pionnière et première en France, WeSeed, qui fait de l'investissement en capital. Je crois que pour répondre à cette question des nouveaux champs d'application du crowdfunding, il faut effectivement revenir au fondement qui explique le succès du crowdfunding. En fait, pour moi, il y a trois éléments et trois facteurs qui se sont combinés pour expliquer ce développement. D'une part, la technologie, il ne faut pas la nier. Le Web 2.0 et la technologie permet l'engagement affinitaire et le lien communautaire. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ce que vous disiez. Finalement, ça permet de toucher des gens qui ne sont pas justement sur le palier ou juste à côté de soi. Sans la technologie, on n'aurait pas connu ce développement-là et c'est fondamental. Le deuxième élément, c'est que on a aussi trois éléments qui sont, de mon point de vue, les éléments fondateurs du crowdfunding, qui sont les éléments clés et desquels on ne doit pas s'éloigner. Le premier élément, c'est la proximité, alors qui n'est pas la proximité géographique ou territoriale, mais plutôt la possibilité pour un individu de choisir lui-même la destination de son argent, que ce soit du don, du prêt ou de l'investissement. Et je pense que ce lien direct que les plateformes organisent est un élément essentiel dans le crowdfunding. Le deuxième élément, mais ça a été cité à plusieurs reprises, c'est la transparence de l'information, mais aussi des conditions d'intervention des plateformes. Et puis, c'est la traçabilité, c'est-à-dire la capacité pour un particulier de suivre l'utilisation de son argent. Et si on se replace en arrière dans le contexte, en gros, de 2008, où en France commençait le crowdfunding, on est quand même au moment de cette crise financière qui a créé une certaine défiance vis-à-vis de l'intermédiation bancaire et financière. Et puis, le troisième élément, là, revient plutôt du côté des particuliers qui, de mon point de vue, cherchent et trouvent plutôt, sur les plateformes de crowdfunding, la réconciliation, en fait, entre deux hémisphères de notre cerveau et deux motivations fortes. Une motivation
que j'appelle aspirationnel, c'est-à-dire on cherche à donner du sens à son argent, quelle qu'en soit la forme, que ce soit du don, du prêt ou de l'investissement, donc à faire en sorte qu'il serve à quelque chose. Et puis une aspiration plus rationnelle où on attend un retour sur investissement. Ce retour sur investissement pouvant être financier ou non financier, mais je me bats aussi contre un peu des idées reçues qui consistent à dire c'est de l'investissement affectif, donc si on a le retour sur investissement affectif, on en est quitte avec l'investissement financier. Le retour sur investissement financier, non. Je crois profondément que le retour sur investissement financier est indissociable du retour sur investissement aspirationnel. Donc on a ces trois facteurs-là qui sont fondamentaux. Et du coup, une fois que ça s'est posé, eh bien finalement, les champs d'application du crowdfunding peuvent être larges. Et on l'a vu depuis quelques années. On a commencé à parler de start-up, on a parlé d'immobilier, on parle d'énergie renouvelable, on parle de financement de projets, on parle de culture. Chez WeSeed, on a depuis 2016 lancé un peu en avance de phase par rapport aux annonces du ministre tout à l'heure, le financement de sociétés coopératives. Donc les champs d'application sont variés dès lors qu'on repose et on revient à ces trois éléments clés du crowdfunding, la techno, ces trois attentes fortes et les deux motivations côté particulier. Alors, Claudio, je vais vous donner la parole. Donc, Claudio Rumolino, vous êtes le chargé de mission finance participative chez Valorem. Alors, l'extension de la force naissante du financement participatif, c'est de se porter ou combiner avec des projets d'ampleur, puisque chez Valorem, par exemple, vous avez lancé un énorme projet de champ éolien dans le Tarn. Je vais vous laisser prendre la parole et nous expliquer un petit peu de quoi il en réside. Mais là aussi, vous, quelle sensibilité ou quels sont les éléments que vous avez décelés dans le crowdfunding pour appuyer des investissements aussi majeurs et aussi utiles ? Oui, bonsoir. Valorem est un acteur du développement de l'éolien en France depuis une vingtaine d'années. Et probablement certainement le premier à avoir inclus dans son staff depuis 6 ans maintenant quelqu'un à temps plein pour s'occuper de mettre en place des mécanismes d'investissement participatif autour de ces projets. Des projets éoliens partiellement financés par des collectes participatives, il n'y a pas que celui dans le Tarn, celui que vous citez est notre dernier qui a clôturé avec 10 jours d'avance, en crevant le plafond qu'on s'était fixé, en doublant l'objectif qu'on s'était fixé le 15 mars. Mais en 2015, on en avait fait 3. Et en avance de phase, c'est-à-dire en 2012, quand le crowdfunding n'avait pas encore été réglementé comme il l'est aujourd'hui, depuis l'ordonnance de 2014, nous avions imaginé avec le crédit coopératif déjà un mécanisme d'investissement participatif, toujours dans le Tarn, pour donner aux riverains exclusivement, là il y avait une exclusivité, c'est-à-dire que pour pouvoir participer, il fallait montrer qu'on était domicilié dans un périmètre que nous avions défini. Et l'idée, c'était de promouvoir cette participation autour de 3 couches ou 3 motivations principales, qui étaient celles du développement durable. Vous croyez en l'éolien, vous croyez aux énergies renouvelables, donc vous participez. Si vous ne croyez pas en ça ou que ça vous est complètement égal, la deuxième fibre qu'on essayait de faire vibrer, c'était la territorialité. On disait c'est pour un projet sur votre territoire, donc c'est une économie locale à circuit court. Et si ni l'un ni l'autre de ces deux arguments n'arrivait pas à convaincre, on disait c'est un investissement rentable, puisqu'on proposait à l'époque du 5,25% brut. Et donc sur ce modèle-là, de faire participer la population au projet des territoires, au projet de production d'énergie délocalisée, on s'est lancé tête baissée dans les projets crowdfunding. Une fois que le crowdfunding était devenu, on va dire, réglementé, on a fait 3 projets en 2015 et un 4e en 2016. À chaque fois, ça a été un succès, au-delà de l'objectif qu'on s'était fixé. Et à l'heure qu'il est, nous avons déjà fait 5 campagnes, si j'inclus celle de 2012, qui nous ont permis de collecter 1 800 000 € pour une communauté de presque 800 prêteurs individuels.
Alors, merci Claudio. Sébastien, premier constat d'étape, peut-être là, on a parlé de ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui, on a parlé des critères qui peut permettre d'identifier un domaine à prétendre ou en tout cas à requérir aux techniques du financement participatif. Vous êtes un peu le garant de la bonne articulation du panel des différents modes de financement de l'économie. Quel est aujourd'hui pour vous le constat et l'attente ou ce que vous ressentez un petit peu de l'extension des collectes de fonds et de leur utilisation vers des nouveaux champs de l'économie? Oui, merci, bonsoir à tous. Ça revient à la demande qui a été faite. Il y a deux personnes qui ne vous connaissent pas, donc vous allez vous présenter. Tu vas te présenter, Sébastien. Je vais me présenter. Sébastien Raspiller, donc je suis la direction générale du Trésor, rédacteur parmi d'autres de l'ordonnance de 2014, du décret et participant aux annonces qui ont été faites par le ministre ce midi. C'est lui, hein, vous pouvez le remercier peut-être. Hein. Non, c'était une œuvre collective. Mais je pense que c'est très important de revenir effectivement aux fondamentaux qui ont été signalés par Stéphanie et qui est quand même que c'est une demande des acteurs d'avoir une réglementation. On est dans un domaine où la réglementation a été demandée pour offrir un cadre, donner des assurances juridiques notamment, mais pas seulement, à des acteurs qui voulaient se lancer. Donc c'est pas l'activité était là. Comme voilà, Web 2.0, des demandes de financement d'un côté, des gens qui ont de l'épargne de l'autre, et un mécanisme technologique qui fait que maintenant on sait mettre en relation des gens, des épargnants, avec des projets à financer. Simplement, ce cadre avait vocation, a toujours vocation à créer, et je le répète toujours, la première marche. Pourquoi? Parce que vous avez une réglementation qui s'applique à des plateformes de crowdfunding qui sont devenues déjà assez importantes et qui, si elles veulent se développer, notamment au niveau européen, avec les questions de passeport européen, tout ça existait déjà. Et là, il n'y a pas de différenciation entre un établissement de crédit et une plateforme de crowdlending ou en equity des prestataires de services d'investissement. Ça existe déjà, ça existe toujours, et il n'y a pas de difficulté là-dessus. Simplement, comme on avait affaire à un segment nouveau, des acteurs nouveaux, la logique était de se dire il ne faut pas qu'il y ait de barrière à l'entrée. Or, cette réglementation, qui maintenant est vraiment de niveau européen, impose des exigences de fonds propres, pas forcément très importantes, mais qui, pour des nouveaux acteurs, peut être une vraie barrière à l'entrée. Donc, c'est vraiment créer cette première barrière, enfin, c'est cette première marche pour supprimer barrière à l'entrée. Maintenant, l'idée, c'est qu'on ait, avec ça, plein d'acteurs. C'est bien l'idée, en supprimant la barrière à l'entrée, qu'on ait plein d'acteurs qui utilisent cette flexibilité-là, qu'on a fait au niveau national, que d'autres pays ont suivi, pour développer leur modèle, voir si ça fonctionne. Maintenant, en développement, il faudra passer à la marche supérieure. Et là, la réglementation est au niveau européen, elle est claire, là aussi, elle demande quelques exigences de fonds propres, mais c'est un terrain de jeu plus vaste. Donc, c'est bien pour rappeler les enjeux. Il n'y a pas d'objectif du gouvernement de restreindre à tel ou tel champ. Il est certain que la réglementation a été faite suite à une demande des acteurs, favorisée par le fait que ça permettait notamment de financer des start-up. Je pense que si vous étiez venu en disant on veut une réglementation parce qu'on veut financer de l'immobilier, je ne suis pas sûr que l'accueil aurait été aussi enthousiaste, même si on en reparlera plus tard. Ça peut bien sûr avoir son intérêt. Mais il y avait cette dimension-là de se dire on a des acteurs qui ont envie, ça se fait dans tous les pays, et nous, il n'y a pas de raison qu'on se prive de ça, surtout si ça permet de financer des champs que l'industrie financière ne peut plus financer parce que trop petit, parce que sur des domaines qu'ils connaissent mal, etc., etc. Donc, absolument rien contre les nouveautés, les champs, et après, j'ai envie de dire, le marché fera que ceux qui veulent grossir et passer à la deuxième étape, c'est ceux qui auront réussi.
Alors, avant de revenir à la culture, Stéphanie, vous voulez Oui, je veux réagir? dire que sur ce processus qu'évoque Sébastien, on est parfaitement en phase et ça illustre aussi très très bien ce que disait le ministre à midi, c'est-à-dire que on a eu le développement d'une activité sans cadre réglementaire avec des acteurs nouveaux mais sur un champ finalement existant. La réglementation est venue et finalement a permis l'exploration de nouveaux champs d'application du crowdfunding. Ça a été récemment l'immobilier, si je parle de l'investissement, les coopératives. Et aujourd'hui, on va pouvoir vraiment officiellement faire financer et proposer à des particuliers de financer des sociétés coopératives via un titre qui est spécifique au monde coopératif. Et là, on a vraiment été dans la co-construction avec Bercy et c'est extrêmement satisfaisant parce qu'on voit bien qu'il y a à la fois des garde-fous à mettre, mais des choses à explorer et ce dialogue-là est super important. Bon, après, il y a encore 2-3 trucs qu'il faut qu'on cale ensemble, mais bon, nous avons encore plein de réunions. Voilà, donc on a plein de sujets encore à explorer, mais du coup je reviens à la question de la table ronde. Pour les perspectives de champs de diversification et d'application nouveau de la finance participative, c'est extrêmement prometteur d'être dans cette logique de co-construction. Alors, 29 mars 2016, finance participative 2.0, c'est la deuxième étape. On va bien la traiter, et puis on verra la troisième étape après. Robert, moi je voudrais revenir vers vous sur quelques petites questions rapides au sujet de la culture. Ça va continuer. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, c'est vraiment cette histoire de mécénat individuel ou de mécénat culturel. Je voudrais que vous nous donniez un petit peu le profil type de l'investisseur, comment il va peut-être évoluer dans le temps. Et puis, deuxième question, juste derrière, il y a quelque chose qui vous énerve, je le sais, c'est quand on dit que le crowdfunding, ça va vous permettre de rogner, enfin, le pouvoir public de rogner les budgets de la culture. Donc, vous opposez complètement à ça. Et je vais vous laisser intervenir sur ce point. Je vais répondre sur la deuxième question d'abord. Au premier, d'accord. Oui, c'est vrai que ça m'énerve parce qu'on a dit ça déjà de la loi Eragon. On a dit, quand la loi Eragon a été préparée par le ministère de la Culture et votée par le Parlement, qu'au fond, l'État avançait masqué, en favorisant l'initiative privée pour lui-même se désengager. Alors, dans un contexte comme celui que nous traversons, c'est vrai qu'il y a des baisses de financement public. Cela dit, en France, on a la fâcheuse habitude, s'agissant de la culture, de ne regarder que le budget du ministère de la Culture, qui doit être de l'ordre, pour la partie culture, pas la partie communication, de l'ordre d'un peu plus de 3 milliards d'euros. Or, il y a 10 ministères, 10 autres ministères qui ont des budgets culturels, parce qu'ils gèrent, entretiennent des patrimoines, par exemple. Vous ajoutez donc, là encore, 3 milliards et demi. Il y a les collectivités territoriales. Ça fait le double. Vous ajoutez plus de 7 milliards. Il y a les recettes fiscales affectées. Par exemple, les prélèvements, les taxes sur les places de cinéma qui vont financer le CNC, donc la création cinématographique. Vous avez les aides que l'État apporte sous forme de prêts à des structures culturelles, etc. On est à 20-21 milliards d'euros, ce qui est considérable. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres pays en Europe qui aient de pareils budgets publics pour la culture. Voilà. Alors, le mécénat là-dedans, je parle déjà du mécénat. Le mécénat d'entreprise pour la culture, c'est, si on s'appuie sur les chiffres d'Admical, de l'ordre de 400 millions d'euros. La part relative a baissé, la culture... Alors ça, c'est un autre aspect dont j'aimerais parler, c'est que le mécénat, il s'est développé sur la culture. Et puis, à partir de 2008-2010, avec la crise, etc., et la RSE aussi, la contamination dans les entreprises du mécénat par la RSE, on est allé sur d'autres champs, plutôt sur le champ social, par exemple, ou sur l'environnement. J'espère que dans le domaine du crowdfunding, il y aura une grande fidélité des donateurs à la culture. Donc, si vous voulez, le mécénat, ça reste assez modeste dans le financement de la culture en France. On n'est pas du tout dans le système anglo-saxon, on est dans un système de financement public par tradition, et puis de rôle de l'État dans le domaine culturel. Cela dit, ça évolue, et je crois que c'était la volonté du gouvernement en 2003 de donner de la marge à l'initiative privée. C'est un changement conceptuel en France très important, parce que la culture, elle était assez confisquée par les pouvoirs publics.
Donc Voilà. ça veut dire qu'on ne rogne pas les budgets culturels. Le crowdfunding, c'est un plus. C'est un plus. C'est un Et cherry on the pie. Hein. c'est vécu comme ça par les structures culturelles, c'est-à-dire que c'est une source nouvelle de financement qui a un intérêt, c'est qu'elle permet de dialoguer avec le public, peut-être plus que les autres, les formes plus traditionnelles. Hein. Cela dit, si on fait référence à ce qu'on appelle plus largement les appels à la générosité publique, hein, il y a un travail très important qui a été fait dans ce domaine par les structures culturelles et notamment par la Fondation du patrimoine. Fondation du patrimoine qui s'est appuyée sur le succès des Journées européennes du patrimoine, succès considérable en France, hein, et qui a rapproché le public du patrimoine dans une relation de proximité. Les gens sont très attachés à leur patrimoine. C'est là-dessus que la Fondation du patrimoine a développé ses levées de fonds, plusieurs centaines par an, qui lui permettent de lever environ, pour 2015, c'est près de 14 millions d'euros, ce qui est assez important, pour financer la restauration du patrimoine. Et puis, merci d'en faire allusion, mais tout à l'heure, nous avons vu l'une des startups, D'Artagnan, qui nous a bien présenté le mode d'accélération du crowdfunding, notamment pour financer la rénovation. On va passer très rapidement, parce qu'on a pris quelques minutes de retard, sur le deuxième atelier, quelque part, des nouveaux champs d'investigation et de déploiement du crowdfunding, qui est sur les énergies renouvelables. Alors, on est dans l'après-COP 21. Sandra, pour vous... comment vous voyez un petit peu, maintenant qu'on a fait des belles déclarations, des belles intentions, d'ailleurs, il faut dire que les collectivités locales ont pris une part du chantier de l'après-COP 21. Comment vous voyez, de votre côté, l'apport du crowdfunding pour la mise en action, maintenant, des bonnes résolutions qui ont pu être prises dans la COP 21 ? Mais comme vous le dites, la COP 21, c'est un engagement avec l'accord de Paris des États à l'échelon international. Mais pour que ces objectifs puissent être mis en action, il faut que les citoyens soient mobilisés. Et le financement participatif peut être un outil intéressant, un vecteur intéressant dans cette dynamique-là, puisqu'il a un volet inclusif du fait de l'intégration, j'allais dire, du citoyen dans une démarche. Comme l'a précisé tout à l'heure Stéphanie, il y a ce volet de la transparence, de la visibilité. Le citoyen est en mesure de voir où sont affectés ses fonds. Il a un suivi du projet et des dépenses qui sont afférentes à ce projet. Donc effectivement, c'est un outil de la transition énergétique qui peut être intéressant et qui doit se cumuler aux autres flux financiers. Donc il y a le côté citoyen, bien sûr, le côté inclusion du citoyen dans cette démarche. Et il y a aussi, j'allais dire, le verdissement des fonds affectés à la transition énergétique. Même si les flux financiers levés par le financement participatif restent aujourd'hui encore modestes, comme cela a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui, il n'empêche qu'ils contribuent à cette dynamique de financement et de participation du citoyen. Alors, Claudio, je vous redonne un petit peu vous qui financez des infrastructures en énergie renouvelable. Je rappelle quand même que les premiers budgets de recherche et développement des GAFA, c'est pas la data, hein, c'est l'énergie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va produire des champs énergétiques. Il va falloir réussir à transporter cette énergie, la ramener, parfois la collecter. Et on l'a vu tout à l'heure dans le projet qui nous a été présenté de champs solaires avec des locations auprès des particuliers, etc. C'est facile de réussir à financer un petit peu des infrastructures, parce c'était le domaine réservé des grands groupes énergétiques et de l'État. Valorem, lui, s'inscrit quand même dans une démarche beaucoup plus plurielle auprès des acteurs, et notamment les épargnants de taille moyenne. C'est ça qui est intéressant à constater dans ce qui se passe dans les énergies actuellement, c'est que l'avènement ou en tout cas la généralisation par arrivée à maturité technologique des énergies renouvelables, qui sont par essence des énergies décentralisées, des énergies qui sont produites avec des petites unités de production exploitant des gisements qui sont des gisements locaux. Le gisement de vent, le gisement de soleil, le gisement hydraulique, le gisement méthanogène. Ce sont des unités de production qui sont à la mesure d'une collectivité territoriale. Disons qu'aujourd'hui, on estime que
l'échelle territoriale la plus pertinente, c'est la communauté des communes réunissant entre 10 et 50 000 habitants. C'est là on peut constater qu'une des initiatives du ministère de l'Environnement l'année dernière, mais qui en fait a épousé un mouvement de fond qui venait des territoires eux-mêmes, c'est-à-dire les labellisations des territoires à énergie positive, que la ministre Ségolène Royal a labellisé en 2014-2015. Il y a 212 territoires en France qui avaient postulé pour obtenir ce label, qui ont été... non, il y a eu plus de 500, mais il y en a 212 qui ont été labellisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire inciter les collectivités territoriales, donc les communes, les communautés de communes, les communautés d'agglomération, à produire localement au moins autant d'énergie qu'ils en consomment, voire plus, d'où l'appellation à énergie positive. Et donc, financer des structures beaucoup plus modestes que les méga-centrales qu'on avait l'habitude de financer en France en mobilisant des milliards et des milliards, c'est quelque chose qui, du coup, devient à portée du citoyen, qui devient à la portée des collectivités territoriales. Et nous, on travaille beaucoup, effectivement, avec les élus locaux pour mettre en marche une dynamique avec les citoyens, en essayant d'inclure les citoyens via des sociétés d'économie mixte, dans lesquelles on essaye d'inclure des coopératives citoyennes d'investissement, pour que tout le monde se sente concerné à l'échelle du territoire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est un laboratoire, j'ai envie de dire, sociétal, où quelque chose d'assez nouveau est en train de se produire. On a bouleversé avec le crowdfunding, on a entaillé le monopole bancaire, petite révolution. Une autre petite révolution, c'est celle du Code général des collectivités territoriales qui, grâce à la loi de transition énergétique, permet aujourd'hui aux collectivités territoriales d'investir en direct dans une société commerciale si c'est pour produire des énergies renouvelables. Donc là, il y a une autre petite révolution de notre droit. Tout ça fait pas mal d'ingrédients pour dire que nous sommes là devant une évolution majeure dans l'approche que notre société a par rapport à la production de l'énergie dont elle a besoin. Très importants à tous. Stéphanie, juste en un mot, financement d'importantes infrastructures, même pas peur pour le crowdfunding? Même pas mal. Oui, même pas mal. Enfin, si on a eu un peu mal, même pas peur. Ouais. Bon, si je mets un peu les pieds dans le plat, puisque c'est la fin de la journée, donc on ne nous en voudra pas, et puis que le ministre a annoncé ce qu'il fallait, on est content. Soit on reste sur du crowdfunding qui va financer des projets un peu à la marge, parce que finalement, même si on double tous les ans en termes de volume collecté, de nombre de gens qui contribuent sous une forme ou sous une autre à des projets, mais on reste quand même des moustiques par rapport au financement de l'économie, et notamment de l'économie réelle. Soit on veut vraiment donner ses lettres de noblesse au crowdfunding et on considère que c'est une vraie source de financement de l'économie réelle, et là je pense qu'on peut vraiment aller loin, et il n'y a aucune raison de cantonner le crowdfunding ou l'investissement des particuliers sur des projets à risque. Je bouillais tout à l'heure en mon fort intérieur parce que dans la table ronde précédente on parlait de cycles qui n'étaient pas terminés et qu'on verrait quand il y aurait de la casse. Chez WICID, qui a été créé en 2008, on a déjà eu de la casse, et c'est normal parce qu'on est sur un financement de projets d'entreprise en phase risquée, en phase d'amorçage. D'ailleurs, un créneau sur lequel il y a très peu de financement en France, il y a de la casse. Quand on a alerté les investisseurs, quand on fait de la pédagogie et qu'on explique qu'on peut perdre son capital, ça se fait. Il faut qu'il y ait des sorties positives, et Dieu merci, on en a eu aussi chez WICID, on en a en immobilier, et il faut être dans cette logique de diversification pour les particuliers sur des actifs plus ou moins risqués, sur des couples rendement-risque plus ou moins risqués, avec du coup une logique d'apprentissage de l'épargne acteur. On a vu le consommateur, maintenant le particulier peut devenir acteur de son épargne, et c'est ce vers quoi il faut aller, sinon on va continuer à bricoler dans notre coin et à faire du crowdfunding à la petite semaine. Et effectivement, quand on a lancé il y a 1 an et demi à peu près ce sondage sur l'aéroport de Toulouse, où on s'est dit chiche, est-ce que les citoyens seraient prêts à racheter une partie des parts de l'État. On a lancé ce sondage, on a quand même récolté 18 millions d'euros d'intention d'investissement en 3 semaines.
Bon, on n'a pas mené l'opération au bout pour plein de raisons, et notamment y compris réglementaires. Mais c'était pas juste une opération de com, c'était pas juste un coup de pub. C'était pour montrer que la volonté des citoyens, et les citoyens sont là quand on va les chercher. Mais encore faut-il aller les chercher sur des projets qui sont pas que des projets que les autres acteurs ne financent pas, que ce soit l'État sur la culture ou même si l'État finance beaucoup de choses, je suis d'accord avec vous, ou que ce soit les acteurs traditionnels du financement du private equity ou de l'amorçage. Donc faisons du crowdfunding quelque chose qui soit un vrai secteur et une vraie réappropriation par les citoyens et par les particuliers de leur argent en cessant de penser que la foule est bête et que les particuliers ne sont pas capables d'apprécier un projet. On le voit, nous, sur toutes nos plateformes et en particulier chez WeSeed, quand on mobilise l'intelligence et la sagacité de la foule, on peut trouver chez des particuliers des gens qui savent apprécier un projet, y compris en termes de risque et de rendement. C'est la raison pour laquelle je pense que notre question, j'en reviens toujours à ça, sur cette question-là, on peut imaginer un champ de diversification extrêmement large, à condition effectivement que les plateformes soient professionnelles et responsables dans la façon dont elles font leur job. Alors, on est dans les 5 dernières minutes. Il faut qu'on évoque, et vous avez déjà bien engagé la réflexion, l'immobilier. Alors, Stéphanie, sur l'immobilier, il y avait un problème pour les promoteurs. Il n'y a qu'un problème en général, c'est les fonds propres. Aujourd'hui, on voit une diversification des plateformes de crowdfunding sur des produits immobiliers. Alors, je voudrais juste que vous ayez un mini-échange avec Sébastien. Sébastien, comment vous vivez ça? Est-ce que vous trouvez qu'on n'est pas sur une classe d'actifs un petit peu limite? On est quand même dans une crise qui trouve son origine dans la crise des subprimes et donc avec un sous-jacent immobilier. On est également sur quelque chose de très sensible pour les Français. La pierre, ça reste l'investissement préféré des Français. Donc le fait de voir aujourd'hui des acteurs du crowdfunding arriver sur ce métier qui est en demande, je rappelle que les promoteurs sont en demande sur ce marché-là, comment vous, si on regardait le mode de financement de l'économie française, il y a quand même beaucoup d'immobilier, comment vous vivez ça? Comment vous pressentez cette évolution? Oui, sur l'immobilier, c'est pas une nouveauté. Dans les chiffres, y compris donnés par EPF, on voit que l'immobilier est une part importante en termes de classe d'actifs. Après, crowdfunding, on l'a indiqué par rapport au volume, reste pour l'instant quand même petit. Donc, ce n'est pas un sujet macro-prudentiel, je vous rassure tout de suite. Maintenant, l'angle, et ça peut faire aussi écho par rapport au thème précédent sur les énergies renouvelables. Je suis parfaitement d'accord pour dire que le crowdfunding, ça ne doit pas être réservé aux placements dits risqués. Le crowdfunding, et moi j'y vois quelque chose de très bien sous ma double casquette pro-économie et en même temps faisant attention sur la réglementation, c'est que les gens apprécient sur un projet, avec cette proximité et cette relation directe que vous avez évoquée, apprécient le couple rendement-risque, qui est quand même la base pour l'épargnant. Et donc, vous avez plusieurs façons de le faire, la diversification, des choses risquées avec des choses moins risquées. Voilà, la pierre est vue, à tort ou à raison, mais est vue de manière générale comme étant quelque chose de peu risqué. Et moi, j'attire l'attention sur des montages qu'on voit, qui ne sont pas la généralité du crowdfunding, évidemment, ce n'est pas une généralité. Mais j'attire l'attention, c'est sur des montages où les gens se disent, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent bien le montage derrière et l'exposition qu'ils ont. C'est-à-dire que ça peut être de l'immobilier risqué. Moi, je n'ai pas de souci avec ça, mais il faut le dire. Il ne faut pas juste dire c'est de l'immobilier, donc ce n'est pas risqué. Et après, derrière, on a un montage avec une SAS intercalaire, et puis où on a des avances en compte courant où les gens ne comprennent pas qu'en fait, ils prêtent, mais que c'est quand même leurs fonds propres qui peuvent être exposés, ou ce genre de choses. Donc, par rapport aux qualités qui ont fondé le crowdfunding, qui en font quelque chose de vraiment bien, et ça a été dit, la transparence, par exemple, on peut voir apparaître davantage sur cette classe d'actifs sur d'autres, c'est pour ça que j'en parle, et parce que cette classe d'actifs est vue de manière générale comme étant sûre, voire la pierre papier dans l'imaginaire des gens. Donc j'attire l'attention, il faut que là, encore plus qu'ailleurs, il y ait vraiment la transparence et quelquefois on voit plutôt l'inverse sur ce secteur-là. Donc ça me paraît être un très bon exemple. Sandra, quand on parle d'immobilier crowdfunding, ça présuppose, et je pense que Stéphanie emboîtera derrière, ça présuppose l'immobilier durable. Ça présuppose que c'est aussi l'occasion
de rénover nos parcs immobiliers, de changer de normes d'habitation, de prévenir les risques, de faire de l'immobilier HQE, etc. Comment vous imaginez demain la ville changer, ou même les villages changer en matière d'immobilier? Alors c'est une très vaste question et Avec une très courte réponse. exactement, c'est ce que j'allais dire. Ce qui est intéressant avec le financement participatif, c'est que on peut tout créer en fait dans la limite du cadre juridique, bien sûr, qui a été exposé pendant toute cette journée, mais notamment sur la rénovation thermique des bâtiments. Imaginez une solidarité de quartier qui peut se créer via une levée de fonds financement participatif pour accompagner des problématiques de rénovation, parce que les propriétaires n'ont pas les moyens de passer ce cap de la rénovation. Donc il peut y avoir des outils grâce au financement participatif de développer, de créer. Alors là, on est dans la pure prospective, hein. Pour l'instant, il n'y a pas d'exemple en tant que tel, mais via des royalties, par exemple, la mise en place d'une levée de fonds pour aider ces propriétaires à passer ce cap de la rénovation de leur propriété. Merci. Stéphanie, un mot. J'aimerais que Sébastien nous apporte une conclusion à cette table ronde. Un mot sur l'immobilier. Vous qui êtes quand même un acteur majeur de cette opération, ça a vraiment commencé en 2013, quelque part. C'est aussi l'occasion de faire un développement auto-équilibré un petit peu des plateformes de crowdfunding. Ça aide à avoir des maturités un petit peu de sorties un peu plus courtes. Ça rééquilibre un petit peu les portefeuilles des plateformes. Oui, et surtout le portefeuille des particuliers, parce que tout à l'heure on évoquait les risques de perte en capital sur les startups. C'est pas toujours les mêmes, hein. C'est pas les mêmes qui investissent de côté. Mais si l'objectif c'est de répondre à une attente et à des recherches de couple rendement-risque différents et diversifiés pour les particuliers, il faut que les plateformes soient en mesure de proposer des produits qui présentent ces couples rendement-risque diversifiés. Donc c'est plutôt pour les particuliers qu'on cherche ça. C'est aussi la raison qui nous a amené à proposer aussi du financement de sociétés coopératives. Donc je souscris entièrement à ce que vient de dire Sébastien. C'est pas parce que c'est de l'immobilier, donc c'est de la pierre, donc c'est pas risqué. Ça renvoie de toute façon, quelle que soit la nature du projet, quel que soit le sous-jacent financé ou proposé aux particuliers, ça renvoie à la sélection par les plateformes des projets qui sont qu'on essaye d'être les meilleurs. Donc ça veut dire le travail de conseiller en investissement participatif, c'est bien de sélectionner des bons projets et de présenter les choses de façon à ce que les particuliers comprennent et apprécient ce couple rendement-risque. Sébastien, je voudrais je vais vous envoyer une petite pique et je voudrais que vous concluiez cette table-là. Et je voudrais donc remercier par avance nos participants. Mais en fin de compte, le rôle de la Direction Générale du Trésor, elle est essentielle. Mais j'ai l'impression que vous êtes l'arbitre d'un match économique entre, d'un côté, l'équipe du financement traditionnel, banque-marché, de l'autre côté, l'équipe du financement des intermédiaires et de la finance participative. Alors, comment vous allez faire, pour faire gagner ces deux équipes? Déjà, un match, il faut qu'il y ait une équipe qui gagne. Là, il faut que les deux équipes gagnent. Il faut que les règles du jeu soient respectées. Pas de mauvais coups ou pas de coups bas. Et puis qu'il y ait du beau jeu aussi pour notre pays, etc. Alors, maintenant qu'il y a eu des annonces qui ont été faites, qui doublent, voire un peu plus, la dimension du crowdfunding dans ses capacités à faire, si vous aviez une vision ou si vous aviez une idée de ce que ça va permettre de changer, aussi bien dans le paysage financier en France que tout simplement en tant que citoyen, dans ce que vous y attendez? Oui, non, on a un rôle pas évident mais passionnant et sous contraintes qui ne sont pas forcément, et je pense que vous avez trouvé les bons termes, qui ne sont pas forcément si contradictoires que ça. Il y a une volonté claire d'orienter davantage l'épargne des Français vers le financement de l'économie réelle. Ça passe aussi par moins de financement de la dette souveraine. Donc il y a de la marge, vous en faites pas, et il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est le premier point. Donc en termes d'épargne, le fait que le crowdfunding apporte cette dimension qui est demandée par certains au moins des épargnants de je veux savoir dans quoi j'investis et je suis prêt quelque part à aller là-dessus parce que il y a une dimension affective ou ce genre de choses, mais aussi parce qu'il y a le raisonnement de l'épargnant, combien je serais rémunéré. Pour l'instant, c'est bien le cas et c'est vraiment une très très bonne chose qui est le socle, à mon avis, du développement du crowdfunding. Le deuxième point, c'est qu'il y a un mouvement de désintermédiation qui est clair. Alors là, je ne vais pas vous faire toute l'histoire suite à la crise financière, de la réglementation financière mondiale et européenne avec les 42 textes du paquet Barnier. Simplement, il y a un mouvement des intermédiations qui existe
Nous, ce qu'on veut, c'est une diversification des modèles de financement. Ce n'est pas de basculer du tout bancaire au tout marché, c'est d'avoir une diversification des modèles de financement, des sources de financement, parce que c'est ça qui permet de stabiliser, de permettre aux gens qui ont besoin de financement d'être moins dépendants d'une source ou d'une autre. Et quand il y a un problème sur l'une, ils n'ont plus rien parce qu'ils dépendaient que de ça. Donc ces deux aspects-là, à sa mesure, pour l'instant modeste, mais qui est amené à croître, ça on n'a pas de doute non plus. Le crowdfunding, bien pensé, bien conçu, bien développé, répond parfaitement à ces deux enjeux et il contribue tout à fait utilement. C'est pour ça que pour nous, et c'est là où c'est pas si contradictoire, la réglementation est importante, son respect est important, le rôle de la CPR et de l'AMF est important, parce que c'est ça qui permettra un développement sain de ce marché, et que ce développement sain, il sera utile à tout le monde, y compris à nous. Alors, culture, immobilier, développement durable, énergie renouvelable. L'année prochaine, on parlera peut-être de Smart City, Smart Grid, économie circulaire, économie coopérative et collaborative dans les nouveaux territoires. D'ici là, on va laisser Nicolas conclure cette journée. Merci à tous.